Alors, je vais faire les présentations. Marguerite, c'est déjà fait. Florence Saint-Hilaire, vous avez passé donc 30 années chez IBM, dont 23 au sein de la direction juridique du groupe. Vous êtes formé au coaching professionnel à HEC. Vous y accompagnez les individus dans le développement des soft skills et les trajectoires professionnelles notamment. Et vous participez au développement de l'intelligence collective des groupes que vous accompagnez. Vous intervenez également auprès des avocats et en particulier dans l'animation du groupe d'une cinquantaine d'avocats au sein d'une association que nous connaissons bien, le barreau entrepreneurial. Adrien Croze, bonjour. Vous êtes donc le directeur de la communication de l'Ordre des avocats, responsable à ce titre de l'expérience d'intelligence collective que vous avez menée au sein du barreau qui s'appelle l'Agora. Expérience menée à l'échelle des 36 000 avocats et élèves avocats du barreau. Enfin, Lionel Jacqueminet, bonjour. Vous êtes à cette table le représentant de la FPDC. Vous êtes évidemment avocat, mais engagé dans le milieu associatif en tant que président de la protection civile parisienne. Voilà, donc c'est une table ronde plus fournie que celle de ce matin. On va tout de suite démarrer avec vous, Florence. Donc, vous nous suivez vous suivez nos travaux depuis ce matin. Quels sont pour vous les fondamentaux de l'intelligence collective que nous avions évoqués ce matin, dans lesquels vous retrouvez pleinement en tant que coach? Vous allez prendre le micro qui est juste devant vous. Je vous en prie. Vous m'entendez? Oui, ça Ouais. a l'air. Okay. Donc, en tant que coach, évidemment, on n'est pas positionné de la même façon qu'un médiateur. Néanmoins, il est là pour faire émerger l'intelligence collective d'un groupe, quand on travaille avec des groupes, évidemment. Et je dirais, ça requiert les mêmes qualités, les mêmes capacités que dans d'autres situations, à savoir que l'intelligence collective, elle n'est pas la somme des QI de tout le monde et qu'il faut donc un certain nombre de prérequis, de cadres à poser. On y reviendra tout à l'heure, je crois que vous voulez. Oui, non, Voilà. Continuez comme bon vous semble. Non, et donc simplement ces prérequis qui ressortent d'ailleurs d'études, c'est pas du tout moi qui les ai inventés. C'est notamment, on a fait sortir 3 éléments qui sont l'intelligence sociale, donc la capacité d'interagir et de comprendre ce qui se passe, l'intelligence relationnelle pour notamment communiquer, et puis la diversité. Donc ce sont les 3 éléments qui sont ressortis d'études qui cherchaient à identifier les critères qui faisaient que certains groupes étaient plus performants que d'autres. Et donc c'est ce que nous allons décliner ensuite en tant que coach à travers différents... D'accord. Et vous, en tant que coach, je crois que vous avez posé un cadre qui est symbolisé par l'acronyme OCRE. Oui. Alors justement, donc, à partir du moment où on a identifié ce qu'il faut pour que l'intelligence collective émerge, ensuite, il faut mettre l'environnement qui va permettre que cela émerge. Et donc, en tant que coach, on a un leitmotiv, c'est vraiment le dada du coach, c'est poser le cadre. On ne commence pas à travailler avec un groupe sans avoir posé le cadre. Et donc, ce cadre, je le symbolise effectivement par l'acronyme OCRE, mais le O de l'ouverture aux autres et l'ouverture à soi, le C de la confiance, le R de l'acceptation et du respect. Oui, c'est bien, je suis sur la scène, ça ne va pas du tout. Le R du respect, ça va mieux quand je suis dans mon... Voilà. Le R de respect et le E de l'écoute. Donc c'est vraiment ouverture, confiance, respect et écoute. Et si ce cadre et on le fait valider par les gens avec qui on travaille, est-ce que vous êtes d'accord pour poser ce cadre? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Voilà. Donc après, on peut rajouter la confidentialité, un certain nombre de choses que vous avez évoquées. Mais c'est vraiment des fondamentaux sans lesquels, pour moi, l'intelligence collective ne fonctionnera pas. Et je conclurai juste sur une phrase, souvent je projette ça dans les groupes, mais ce proverbe africain qui dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », je dis oui, mais à condition qu'on fonctionne bien. Donc voyons ce qu'il faut poser comme cadre pour bien fonctionner ensemble. Merci. Marguerite, vous parliez de l'importance de faire preuve de leadership en se mettant au service de l'intelligence collective, le temps des échanges créatifs notamment. Comment, selon vous, d'après votre expérience, les dirigeants d'entreprise se comportent dans vos médiations, eux qui ont souvent l'habitude de prendre des décisions parfois verticales, et peut-être moins dans l'échange?
Alors, dans une médiation, la première chose que le médiateur va faire, c'est d'instaurer, comme vient de dire Florence, la confiance. Il faut que les médiés aient confiance dans le médiateur. Il va poser également un cadre, qui est celui de la médiation. Et les chefs d'entreprise ou les cadres dirigeants qui participent à la médiation vont se reposer, du fait de la confiance qu'ils accordent au médiateur, vont se reposer sur le médiateur. Et donc, ils vont lâcher prise, ils vont se laisser porter par le médiateur qui assure le déroulement du processus. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre aux uns et aux autres d'écouter ce que dit l'autre et d'avancer dans la compréhension de ce qui a fait le nœud du problème. Donc la confiance dans le processus et dans le médiateur, et lâcher prise pour laisser le médiateur faire son job. Encore une fois, une question de confiance. On voit que le cadre qui est posé se répercute en fait dans chacune des thématiques qu'on a vues ce matin. En parlant de hiérarchie, dans le processus de droit collaboratif, Lionel, il n'y a pas de hiérarchie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'expression de personnalité ou de leadership? Est-ce que les deux avocats vont assumer conjointement, de manière naturelle, consciente ou inconsciemment, ce rôle? Et derrière, la question, c'est est-ce que les clients peuvent, eux, devenir leaders de leur processus de droit collaboratif? Il y a plein de questions dans une question. Alors oui, évidemment, les avocats vont partager ce leadership. Je pense que ce qui fait la particularité du processus collaboratif, peut-être même en le comparant à la médiation, c'est précisément qu'on n'aura pas un leader naturel qui est le tiers neutre et bienveillant, mais on va avoir plusieurs personnes qui, à tour de rôle et à différentes étapes du processus, vont endosser ce rôle de leader. Donc c'est surtout en général à la recherche d'un équilibre que vont se trouver les deux avocats, ce qui n'est pas forcément le plus simple. On imagine bien, notamment en droit des affaires, qu'il y a souvent des déséquilibres, mais en droit de la famille, on nous dira pareil. On peut imaginer en droit des affaires une TPE et un grand groupe qui va être doté, lui, d'une direction juridique extrêmement fournie. Ils sont abonnés à tout ce qui existe en termes de sources juridiques. Ils ont des pléthores de cabinets d'avocats et ils ont budget illimité en termes de contentieux. Là, il y a un déséquilibre qui, dans le cadre d'une négociation traditionnelle, est assez difficile à surmonter. Dans le cadre d'un processus collaboratif, parce qu'il est normé, parce qu'on a un contrat, parce qu'on va respecter des étapes et qu'on sera tous présents à toutes les étapes, on peut imaginer gommer en partie, il ne faut pas rêver, mais en partie, l'impact en tout cas de cette différence-là. Et ensuite, en fonction des différentes étapes, les parties vont éventuellement, oui, pouvoir prendre le leadership. On pense à la toute première, les étapes du récit, évidemment, que sont les parties qui sont leaders dans le récit, et il ne faut surtout pas, contrairement à ce qui se fait dans les cabinets d'avocats de temps en temps, dès le premier rendez-vous, où on prend la parole à la place du client et on passe à côté du récit, il faut les laisser évidemment s'approprier ce récit. Et puis dans d'autres étapes, je pense par exemple à l'étape d'objectivisation, où là aussi, ils peuvent avoir une position leader, alors non pas au sens d'expert, parce que dans cette étape-là, on va avoir éventuellement recours à des experts, mais au sens où ils vont accepter d'admettre la réalité factuelle et juridique de la situation dans laquelle ils sont, dans tous ces aspects. D'accord. Je continue de dérouler le fil de l'intelligence collective, évidemment, et de la hiérarchie, en tournant vers vous, Adrien Croze. Donc, l'Ordre des avocats de Paris est une organisation par essence démocratique, dans son mode de désignation du dirigeant de l'ordre, donc le bâtonnier. Quand plus de 30 000 avocats expriment leur priorité d'action, qui dirige? Est-ce que c'est les 30 000 avocats dans un mouvement de corps ou leurs représentants élus? Alors, je confirme effectivement que l'Ordre est une organisation démocratique. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. C'est Lionel qui a souri, c'est pas moi. Parce que moi, je suis absolument persuadé de ça. Alors, le bâtonnier et le conseil de l'Ordre ne dirigent pas les 32 000 avocats. Ils sont à leur service et les représentent. Et d'ailleurs, le Conseil de l'Ordre est une des premières places d'intelligence collective aujourd'hui. Il y a des débats, les débats fusent, les idées fusent également. Donc le bâtonnier impulse, les membres du Conseil de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre
tranche. Et ce Conseil de l'ordre, comme vous venez de le dire, Jean-Baptiste, est censé exprimer les priorités d'action de l'ensemble des avocats parisiens parce qu'ils sont élus au suffrage universel direct. On va juste, à ce sujet, on reviendra notamment sur l'initiative d'intelligence collective que vous avez menée. Pour l'instant, on va considérer l'intelligence collective dans une configuration plus traditionnelle, avec une animation en présence et des groupes de taille réduite. Florence, en quoi un coach d'intelligence collective propose-t-il un environnement différent du médiateur, notamment dans l'animation? Alors, je dirais que la finalité est un peu différente. Le médiateur est là pour aider les parties à trouver un accord, si ça n'a pas changé depuis que j'ai quitté la profession. Le coach, il est plutôt là, la plupart du temps, pour faire émerger quelque chose de nouveau, pour faire émerger l'intelligence collective si possible. Donc je pense qu'on est à la fois dans un cadre très similaire, hein, puisqu'on parle d'écoute, de confidentialité, voilà, et à la fois on va développer, on va susciter, créer un environnement qui va susciter l'inconnu, en fait. Hein. Tout à l'heure, je crois que c'est vous qui parliez d'accepter l'incertain. C'est clairement le premier rôle du coach. S'il arrive dans une équipe, même en individuel, c'est pareil, on arrive devant son client, qu'il soit équipe ou individuel, on ne sait pas ce qu'il va apporter. On ne sait pas, même si on lui a parlé 3 jours avant. Donc c'est vraiment accepter l'incertain, accepter ce qui va arriver. Et pour ça, la position du coach, c'est vraiment d'être dans l'instant présent, vraiment sans idée préconçue, et de pouvoir être vraiment, je dirais, fonctionner avec agilité pour s'adapter à ce qui se passe. D'accord. Marguerite, vous avez travaillé dans un univers international. Et donc il y a une notion qui est intéressante dans ce cadre-là, c'est la notion de langage. Et est-ce qu'il peut arriver que des personnes de nationalités différentes s'accordent plus facilement que des compatriotes que tout pourrait opposer? En ce sens, est-ce que le fait de ne pas avoir de langage commun peut être un levier pour une intelligence plus collective? Alors, est-ce que ça peut être un levier plus que dans un environnement national? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un élément fondamental, c'est le respect. Le respect que chacun apporte à soi-même et le respect qu'il apporte à chaque autre. Et donc ça, c'est quelque chose, entre autres, que le médiateur fait respecter justement. Et c'est aussi la conscience que chacun peut apporter une contribution, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et dans le processus. Donc ça, c'est également très important de le faire respecter. Et je pense, j'en parlais tout à l'heure dans ce que je disais dans mon intervention, il y a aussi la conscience d'un enjeu partagé, d'un problème auquel tous les membres du groupe, et que le groupe soit international ou national, ça ne change rien à l'affaire, sauf effectivement les problèmes de malentendus qui pourraient émerger du fait du langage et qu'il s'agit de déminer absolument. Mais autrement, le fait d'avoir un enjeu partagé, bien entendu, c'est un moteur important pour le fonctionnement du groupe. Et il faut que les parties aient envie d'en discuter ensemble et de trouver une solution ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et je dois vous dire que j'éprouve toujours du plaisir lorsque, à la fin d'une médiation, les 2 chefs d'entreprise ou les 2 cadres dirigeants qui étaient prêts à s'étrangler au début de la médiation me disent « Mais quel dommage qu'on ne se soit pas parlé avant ». Alors évidemment, à ce moment-là, je vends le rôle du médiateur en disant « Oui, mais avec un tiers médiateur, c'est quand même plus facile ». Oui. Non, je vous en prie. Oui, non, je voulais juste illustrer l'importance du lâcher-prise.
par une expérience vécue. Donc, lorsque je dirigeais Browser, qui donc est dans le domaine de ce qu'on a appelé la bureautique, Browser a créé un nouveau produit qui est une titreuse électronique. Avant, on appelait ça une dynamo, c'était mécanique. Vous savez, on appuyait comme ça, puis ça faisait sortir sur un ruban plastique, ça faisait sortir des lettres, et le ruban était utilisé pour les têtes de gondole, pour toutes sortes de choses. Donc, mes commerciaux étaient très excités par ce produit, ils voulaient en commander plein, mais ils n'étaient pas d'accord sur le prix qui était proposé par notre société mère. Et ils me reprochaient de ne pas me battre suffisamment fort avec mes partenaires japonais pour obtenir le prix qu'ils estimaient utile pour vendre cette quantité importante. Alors, j'ai réussi à organiser une réunion avec mes partenaires japonais, et j'ai invité, ce que je faisais pas normalement, j'ai invité mes principaux collaborateurs commerciaux. L'atmosphère était extrêmement tendue, puisque je leur ai laissé le devant de la scène, si vous voulez, dans la réunion. Et à un moment, alors vous savez, c'est jamais dans une réunion avec des Japonais, d'abord ils sont très nombreux, et vous êtes 2, 3, 4 maximum, et puis le chef ne s'exprime jamais. C'est toujours les collaborateurs qui s'expriment. Et à un moment, le chef en question, le directeur, s'est frappé sur la nuque. Il avait fait la guerre de Corée, il avait une nuque raide, ça je le savais à titre personnel. Il a fermé les yeux et il s'est endormi. Silence. Alors j'aime autant vous dire qu'on était tous éberlués. Et puis au bout d'un temps qui nous a semblé infiniment long, mais qui ne devait pas être plus d'une, peut-être 2 minutes, il a ouvert les yeux, la tension avait quasiment disparu, et nous avons pu arriver à un accord acceptable. Et à la fin de la réunion, en sortant, le directeur japonais, que je connaissais bien, m'a pris par les épaules et il m'a dit, vous savez, rien n'est suffisamment important pour qu'on ne puisse pas prendre le temps d'une interruption pour laisser la tension dégringoler. Et j'avoue que ça a été une leçon pour moi pour la vie. Je ne l'ai pas utilisé pour m'endormir en réunion, mais j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. C'est bien noté. Si je vous vois battre de l'œil, c'est que j'estimerais que la tension est trop élevée. Voilà. Merci de m'avertir. Florence, donc, donc oui, quelque part une leçon de management qu'on vient d'écouter. Sur le management, sur la technique d'animation de groupe, on a souvent tendance à penser qu'il faut, il y a out the box, sortir du cadre, Est-ce que ça doit se traduire aussi physiquement par le fait de sortir de son environnement le groupe que vous coachez, Daniel. Est-ce que ça a du sens et une efficience réelle? Alors, ça a du sens, ça a une efficience, mais comme j'ai étudié les mots dans mon ancienne vie, est-ce que ça doit impérativement être utilisé? Je veux dire, le impératif est un peu trop. On peut faire travailler un groupe au sein de l'entreprise dans la salle de réunion habituelle. Néanmoins, ça va dépendre du travail qu'on souhaite leur faire faire. Et si on veut activer la créativité, il est certain que décadrer physiquement les corps, ça va aider à décadrer les cerveaux. Voilà. Et je dirais que ça, effectivement, alors au barreau entrepreneurial, on les sort de l'environnement, oui ou non, puisque les ateliers, quand c'était en présentiel, étaient ici, donc c'est la maison du barreau, mais c'est quand même pas le cabinet. Et ensuite, on utilise des outils un petit peu décadrants parfois, mais ça marche pas mal. Mais au début, c'est un peu... Comme quoi, comme outil, par exemple? Par exemple, le speedboat. Le speedboat, c'est un exercice qu'on utilise notamment pour faire travailler sur la vision, donc il s'utilise en entreprise aussi, qui consiste à travailler à partir de la métaphore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un espèce de filtre, c'est plus vous, on parle d'un bateau, on parle de symboles métaphoriques, et du coup, ça libère la parole. Pour le speedboat qu'on a pu faire dans la salle Gaston Monerville là-haut plusieurs fois, on répartit le groupe d'une 50aine d'avocats en petits sous-groupes de 6, 8 personnes.
et je leur demande de dessiner sur un paperboard un bateau. Ensuite, ils vont monter dans le bateau. Le bateau, il part d'un port d'attache. Donc le bateau, ça symbolise en général le cabinet. Le port d'attache, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Puis ce bateau, il va devoir traverser l'océan ou la Manche. L'ambition peut être différente pour chacun. Ils choisissent ce qu'ils veulent traverser. Et donc, on va regarder ce qu'il va falloir emporter sur le bateau pour faire cette traversée. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je veux retrouver là-bas? Et également, on va travailler sur les freins et les moteurs. C'est-à-dire les freins, on va les symboliser par des ancres. Donc, vous, avocat, vous dessinez un bateau, vous dessinez des ancres qui freinent le bateau. Donc on nomme les choses, ce qui aide à faire prendre conscience. Et le groupe étant dans le même exercice, chacun va parler de ses propres ancres. Et donc se dire, à la fois souvent, c'est finalement, je ne suis pas tout seul. On est plusieurs à avoir ce problème. Et on travaille sur les forces, donc le vent qui va faire avancer le bateau. Et puis on leur suggère, quand la traversée est difficile, de poser quelques îles pour voir quelles seraient les étapes qu'ils auraient besoin de faire. D'accord, ça c'est une des méthodes d'animation. C'en est une parmi... J'ai compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc je... Ah non. Alors, sentez-vous libre d'aller jusqu'au bout. Je suis le maître du temps. Voilà. Ok, non, ça c'est ma déformation peut-être de coach, d'être gardien du cadre. Voilà. Non, ok, je me lâche et je vous laisse. Il est juste là, on a le temps. Voilà. Ok, c'est bon. Donc le temps, on va le prendre aussi pour dérouler, donc pour pouvoir expliciter donc cette nouvelle preuve que les avocats peuvent réfléchir ensemble. Bien sûr, pourquoi pas. Le processus de droit collaboratif les invite à trouver des solutions en équipe, mais ils ont aussi l'occasion de partager leurs idées au service notamment de la profession. Est-ce que vous utilisez justement d'autres techniques? D'autres techniques, oui. Alors, je suis influencée effectivement par ce qu'on a fait ici. On avait aussi fait lors d'un atelier utilisé le World Café. Alors vous allez me dire, c'est encore que des termes anglais et ça on se fait à chaque fois allumer par. Il y a au moins un avocat dans la salle qui nous dit mais pourquoi? Ok, ça s'appelle comme ça. Ce sont des protocoles qui sont utilisés très souvent dans les organisations. Alors le World Café, c'est plutôt quand on a des très grands groupes. Parce que le speedboat, on regroupe en petits. Ça peut être des groupes jusqu'à 100 personnes. Je l'avais utilisé aussi sur le leadership au féminin pour une municipalité. Et l'idée, c'est en fait de poser une question. On va faire 3 questions différentes sur 3 paperboards différents. Et chaque groupe va passer à tour de rôle pour donner ses idées sur la question. Et ensuite, on réconcilie tout ça. Et du coup, une idée qui a été posée par l'un va en faire émerger une autre, et ainsi de suite. Et du coup, à la fin, on va avoir les idées de tout le monde, et je dirais, le groupe prendra ce qu'il a envie de prendre des uns et des autres. Donc ça, c'est le World Café. Et puis, il y a le co-développement sur les plus petits groupes de 6-8 personnes, et qui, au sein du barreau, il est fait sous la forme des groupes Balint. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Voilà. Okay. Je crois que c'est à peu près, c'est vraiment les mêmes bases. Mais... Oui, donc différentes techniques d'animation en fonction... En fonction de la taille du groupe, oui. Taille du groupe, d'accord. Dans le cadre du processus de droit collaboratif, Lionel, justement, quelles sont D'ailleurs, est-ce qu'il y en a et quelles sont-elles, ces techniques que vous utilisez pour stimuler la créativité de vos clients? Alors, il y a une vraie phase qui est la phase de créativité. Donc déjà, en fait, première réponse, c'est un moment particulier du processus. On a déjà franchi un certain nombre d'étapes et il arrive au bon moment. C'est-à-dire que notamment, toute la phase du récit, toute la phase de l'objectivisation, donc on a tous les éléments concrets du litige ou de la difficulté sont connus. On a peut-être réussi à faire fi de la quasi-totalité des ingrédients de mauvaise foi qui peuvent traîner dans un litige. Et donc, on est prêt pour commencer à avoir une phase qui est enfin un peu plus agréable, créative et sympathique. Deuxième chose, le contexte, et je pense que c'est la priorité, c'est le climat et le contexte dans lequel cette phase de créativité va avoir lieu. Ça peut être le lieu dans lequel on se réunit, l'ambiance, comment les gens sont accueillis. C'est aussi le cadre qu'on a d'abord signé puis ensuite pratiqué, la confidentialité, etc. Tous ces éléments-là réunis vont permettre l'émergence, a priori, d'une créativité assez libre. Et il faut qu'on arrive, nous les avocats, à stimuler la créativité sans être créatif à la place des parties,
et en même temps en restant gardien, mais uniquement de la notion d'ordre public. C'est-à-dire que nous, normalement, on est là, on doit rien limiter à part éventuellement les solutions totalement illégales. Donc non, on trucide pas la belle-mère, non, on change pas de marché, on se lance pas dans l'opium, non, voilà. Donc il y a quand même quelques propositions qu'on peut s'autoriser à écarter. Pour le reste, il faut qu'on fasse sentir plutôt encore que le dire aux clients que toutes les idées qu'ils vont proposer, elles ont un intérêt. Ça ne veut pas dire qu'elles sont retenues, elles ont un intérêt et on les accueille sans filtre, sans les discuter, sans les remettre en perspective, sans les confronter surtout. Donc c'est un lâcher d'idées successives. Après, sur les méthodologies, je me rends compte qu'on a plein de choses à apprendre d'outils qui sont plus proches du jeu, que nous, on a pu par exemple connaître dans des formations de formateurs pour des outils pédagogiques. Traditionnellement, cette réunion, elle utilise moins ces outils-là. Enfin, il y a peut-être des praticiens qui les utilisent beaucoup, mais voilà, c'est des paperboards. Alors, on peut avoir des post-it de couleurs différentes. On peut organiser en fonction de l'objet du litige par thématique. Voilà, il faut organiser cette réunion et il faut que les avocats soient capables de s'effacer et puis de reprendre le lead à un moment simplement pour redonner une idée saugrenue, peut-être pour libérer à nouveau les énergies ou pour réorienter vers un des terrains du conflit qui n'aurait pas été exploré parce que les parties ont peur éventuellement d'y aller. Et là, boum, nous on balance une idée et comme ça les gens se disent ah bon, bah en fait on a aussi le droit d'aller dans ce secteur-là et voilà. Après, moi je vois pas tellement d'outils. En tout cas, il n'y a pas d'outils imposés. Il y a de la liberté et il y a juste cet ordre public qui doit nous guider. D'accord, donc pas d'outils, mais un cadre qui est posé pour pouvoir, encore une fois, cette idée de cadre qu'on développe depuis ce matin. Adrien, vous qui suivez de près les interventions de Florence Saint-Hilaire auprès du barreau entrepreneurial, c'est ce qui est marqué sur ma question. Y a-t-il alors, plus globalement, au sein de l'ordre, dans son entièreté, y a-t-il une stratégie d'intelligence collective qui réunit justement, qui rend cohérent l'ensemble des initiatives portées par le barreau? Alors, pour être honnête, probablement pas assez. Probablement pas assez. Ça nous est arrivé de travailler la communication pour mon service, en tout cas avec le barreau entrepreneurial main dans la main sur un certain nombre d'initiatives. Ça existe pour bien sûr d'autres services. Mais je le répète, probablement pas assez. C'est une des raisons pour lesquelles le bâtonnier, la semaine dernière, ou même cette semaine, a décidé d'élargir les missions du secrétaire général, vous allez voir le lien, d'élargir les missions du secrétaire général et on lui attribue une mission supplémentaire qui est celle de diriger les services. Diriger les services, ça va lui permettre de faire quoi? Ça va lui permettre de développer la transversalité, d'améliorer la communication entre les différents pôles et services, de rationaliser les moyens et surtout, ça va permettre d'impulser une dynamique d'intelligence collective via une plateforme que nous allons mettre en place dans les prochaines semaines, une plateforme qu'on va rappeler Agora, et ça on en parlera tout à l'heure, une plateforme destinée exclusivement aux salariés qui permettront donc à chacun des salariés, à chacun des services de faire remonter un certain nombre d'idées, de propositions afin que celles-ci puissent être mises en musique de manière peut-être plus harmonieuse qu'aujourd'hui. D'accord, donc les initiatives en fait portent aussi bien sur les avocats que sur les personnes en interne. Exactement. Il a beaucoup été question de répartition des rôles, notamment de théâtre. Florence, est-ce que cet univers du théâtre vous inspire dans vos pratiques de coaching? Alors oui, tout à fait. Vous posez vraiment des questions pertinentes. En réalité, à côté du théâtre, je dirais plutôt c'est l'improvisation théâtrale dont je me suis largement inspirée. Pourquoi en fait l'improvisation? Un improvisateur, quand il est sur scène, il n'a pas de décor, il n'a pas de texte pré-imprimé, il n'a pas de rôle, il n'a pas voilà. Et donc pour ça, il faut qu'il se soit quand même entraîné pour faire preuve d'une agilité suffisante, pour être utile au spectacle, voilà. Et du coup, les improvisateurs ont je dirais un peu comme un pianiste fait ses gammes, ils ont des exercices d'entraînement. Et bien j'ai récupérer des exercices qui sont faits par c'était des ingénieurs qui étaient en entreprise et qui faisaient beaucoup d'improvisation théâtrale et qui ont mis cette méthode au point. Et donc, nous faisons travailler nos clients à développer leur intelligence collective et leur agilité à titre individuel, mais sous un mode collectif, à partir de ce qu'on appelle l'alphabet de l'improvisation. Donc, le A pour l'acceptation.
un improvisateur doit accepter ce qui a été posé par son comparse sur scène, parce qu'il ne s'agit pas de lui dire « Ah ben non, tu n'aurais pas dû dire ça, il faut… » Donc acceptation, c'est fondamental pour la création de l'intelligence collective, je pense. Donc on est vraiment dans le même thème. Le E, c'est l'écoute. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Je préciserai juste, c'est l'écoute des autres et l'écoute de soi. C'est l'écoute de ses émotions. C'est ce qui va permettre de comprendre la situation et de rebondir avec agilité. Après le E, c'est le I. Le I de l'implication. Pour qu'un travail de groupe soit utile, il faut que chacun soit impliqué. Vous ne pouvez pas faire d'intelligence collective avec des gens passifs, ce n'est pas possible. Donc vraiment, on les fait travailler sur l'implication. Comment je m'implique? Comment je développe mon implication? Après le I, c'est le O. On a donc l'ouverture aux idées des autres, l'ouverture à ce qui est en nous et qui doit sortir. Donc vraiment s'ouvrir dans tous les sens du terme. Et à chaque fois, en fait, il faut penser à le voir dans les, je dirais, des deux côtés. Celui qui est en face, c'est celui qui nous concerne, puisque l'intelligence collective, c'est un mix de tout ça. Et ensuite, le U, qui est celui de l'utilité. L'improvisateur sur scène, s'il dit une phrase qui n'a pas vraiment de lien avec l'histoire, ça n'a aucune utilité. Tout comme le collaborateur qui est dans un groupe va donner une idée qui n'aura aucune utilité ou aucun lien avec le schmilblick, comme disent les vieux comme moi. Voilà. Donc le A, E, I, O, U. Je note que vous avez utilisé presque toutes les voyelles, pas de consonne, et qu'il manque le Y. Parce qu'on aime bien s'amuser, donc c'est le youpi des improvisateurs. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'à ce titre de l'improvisation, la Ligue d'improvisation du barreau a été cofondée par une des cofondatrices de la FPDC, Nathalie Gagné-Raymond. Voilà. Donc l'importance de cette technique et de cette pratique au sein de… C'est vraiment très transposable. Moi, je l'ai vu vraiment transposé dans le métier de l'entreprise. Les gens trouvent des similitudes. En fait, se rendent compte qu'en réunion, ils ont besoin de développer ça ou ça. Mais donc c'est forcément applicable aussi aux avocats. Adrien, nous allons parler de l'Agora, rentrer dans le que vous aviez commencé à évoquer. Donc vous avez accompagné le barreau, vous avez été à l'initiative d'ailleurs d'une consultation de ces 33 000 plus 3 000 appels à avocats, il me semble, en 2020. Une expérience qui a été reconduite en 2021, je crois qu'on est en plein cours, elle devrait se terminer dans pas très longtemps. Quand on consulte des dizaines de milliers de personnes, déjà d'une part comme ça, qu'est-ce qu'on cherche à recueillir? Alors avant de répondre à la question de ce qu'on cherche à recueillir, peut-être pour les personnes qui sont dans la salle, une présentation rapide de ce qu'est l'Agora. Donc je vais être très bref. L'Agora, c'est une plateforme digitale qui a vocation à donner la parole à l'ensemble des avocats et avocates parisiens, parisiennes, ainsi que les élèves avocats, leur permettre de donner la parole pour proposer un certain nombre d'idées et de voter pour, contre, blanc sur celle des autres. L'année dernière, en 2020, vous avez raison Jean-Baptiste, on avait donc lancé cette consultation au moment des élections ordinales, donc grosso modo entre octobre et novembre, ce qui permettait en plus en période de Covid de permettre un débat, certes digital, certes pas exactement comme les années précédentes, mais qui permettait un débat entre les candidats au Conseil et l'ensemble de la population d'avocats. À la fin de ces 5 semaines de consultation, on a recueilli un peu plus de 1000 propositions pour un peu plus de 115 000 votes. Donc on peut dire, pour un peu plus d'ailleurs de 5 000 ou 6 000 avocats uniques qui se sont connectés sur la plateforme. Donc on peut dire que ça a été un succès. Et c'est une des raisons pour laquelle le bâtonnier de Paris et le Conseil de l'Ordre ont décidé de renouveler l'initiative cette année de nouveau pendant les élections ordinales, afin de permettre de faire émerger un certain nombre de questions, de propositions et a fortiori de débats. Qu'est-ce qu'on cherche à recueillir quand on lance une plateforme comme celle-ci? On cherche d'abord à recueillir des idées, du bon sens, de l'expérience, du vécu. On cherche aussi à vérifier que les projets qui sont en train d'être mis en place par le Conseil de l'Ordre coïncident avec les attentes des avocats. C'est assez important. La consultation est forcément très ouverte parce qu'il y a différents types de thématiques. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher l'avis de l'avocat qui, de manière un peu caricaturale, ne vote pas, qui se désintéresse de l'ordre depuis quelques années pour X ou Y raison. L'objectif, c'est de lui donner la parole de manière directe et charge après pour l'ordre, à partir du moment où la consultation est terminée, de prendre bien sûr ces différentes propositions, de regarder avec une synthèse complète, de regarder quelles sont les propositions qui ont obtenu consensus
et si consensus il y a, mettre en place véritablement ces propositions, afin qu'il n'y ait pas d'effet déceptif pour le ou les avocats qui ont proposé ces idées. Et à titre d'exemple, et je conclurai là-dessus, 30 idées ont été déployées cette année suite à l'Agora de l'année dernière. D'accord, donc 30 idées issues de la consultation de l'année dernière ont été mises en pratique. Exactement. Dans le cours. Si on rentre un peu dans le détail de ces données, parce que j'imagine que vous avez une grande masse de données qui arrivent, parce que là on passe justement d'un point de vue sur un outil digital plutôt qu'un outil physique. Si on rentre dans le détail de ces données, qu'est-ce que vous pouvez observer et puis derrière exploiter? Vous avez commencé à l'aborder avec les 30 idées que vous avez mis en place. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous donner un ou deux exemples. Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on cherche à récolter? D'abord, les signaux forts et les signaux faibles. Qu'est-ce que sont les signaux forts? Ce sont toutes les idées, les propositions, les thématiques qui reviennent de manière assez récurrente en fonction des différentes thématiques qu'on a mis en place. Typiquement, l'année dernière, un des plus gros signaux forts, c'était le besoin de formation. Et donc, on a mis en place un certain nombre de propositions, notamment le fait de permettre à ces différentes formations d'être et en présentiel et en distanciel, ce qui est maintenant le cas de manière systématique, quasiment systématique alors, notamment via les commissions ouvertes. Le fait de permettre également de consulter ces différentes formations en replay sur la Web TV du barreau, ce qui est aujourd'hui, et depuis d'ailleurs pas très longtemps, depuis 3 semaines, ce qui est également le cas. Ça, c'était typiquement un des signaux forts qu'on a souhaité, qu'on a remarqué, et on a essayé de faire en sorte de répondre à ces différentes problématiques. La deuxième chose qu'on essaie d'observer, ce sont les signaux faibles. Alors qu'est-ce qu'un signal faible? Ce sont des thématiques qui reviennent donc de moindre importance, qui reviennent 1, 2, 3, 4 fois, mais qui font l'objet d'un rejet massif. Alors ça, pour le coup, il y en a eu beaucoup. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi des propositions qui ne seront pas forcément réalisables. Il y a eu beaucoup de propositions, et c'est normal d'ailleurs, qui font appel à soit du travail de lobbying, mais sur les 5, 10, 15, 25 prochaines années. Donc ça, bien sûr, on le met en place, mais on ne pourra pas le réaliser dans les prochains jours, les prochaines semaines. De toutes les données, donc là vous parlez des données que vous remontez qui sont des propositions très concrètement écrites, mais j'imagine qu'il y a aussi tout un certain nombre de données annexes qui sont utilisables, que vous utilisez ou non, et quel sens vous leur donnez? Je parle participation, vous parlez tout à l'heure du nombre de votes. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez, vous, dans le cadre de la construction, de la consolidation de cette plateforme, de ces initiatives? Alors déjà, avant toute chose, parce que là ça doit faire peur à tout le monde, on respecte bien sûr le RGPD. Toutes les propositions, à partir du moment où un avocat souhaite proposer une idée, cette idée, elle est forcément signée. Par contre, à partir du moment où un avocat souhaite voter pour, contre ou blanc une idée, c'est anonymisé. Par contre, nous, ce qu'on a en termes de données, et c'est là où ça devient effectivement intéressant, c'est des grandes catégories. On peut savoir non pas le nom de la personne, de l'avocat, mais savoir si cet avocat a plus de 10 ans de barreau, s'il est dans une grande structure, s'il est indépendant. Ça, ce sont des données effectivement qui nous permettent d'aller peut-être un peu plus loin dans l'analyse des différents résultats. Et vous en avez parlé tout à l'heure également, le taux de participation est essentiel en fonction des différentes catégories. Ce qui est amusant, c'est que j'étais persuadé, et à tort d'ailleurs, l'année dernière, que les avocats indépendants allaient davantage participer que les cabinets d'affaires. Il se trouve que pour le coup, pas forcément. On est quasiment à égalité. On est à 54% pour les indépendants, 46% pour les cabinets d'affaires. Et ça, c'est des chiffres qui sont pour le coup assez intéressants à mettre en exergue avec l'ensemble des différentes propositions qui ont été proposées et, a fortiori, mises en place par le Conseil de l'ordre et le bâtonnier. D'accord. Vous nous avez transmis d'ailleurs le listing des personnes qui sont inscrites à ce colloque et qui n'ont pas voté et proposé d'idées. Voilà, donc et je conclus justement là-dessus. Jean-Baptiste en parlait tout à l'heure. On a lancé une Agora l'année dernière qui a été un grand succès. L'Agora acte 2, entre guillemets, est en cours. Elle se termine dans 2 semaines. Il y a une des thématiques sur les relations assises avocats-magistrats qui se termine là, ce soir, pour préparer, grâce à la synthèse, les assises avocats-magistrats qui auront lieu le 4 novembre prochain. Donc n'hésitez pas tous à retrouver dans vos mails, parce que c'est un lien unique, personnalisé, ce qui vous évite de réfléchir à un mot de passe, etc. Vous cliquez sur le mail et puis vous pouvez voter de manière très simple et proposer un certain nombre d'idées sur la plateforme. Ça fait vivre aussi l'intelligence collective.
Et la démocratie ordinale. Et la démocratie ordinale. Merci. Donc, on a autour de cette table un avocat, et je vais donc lui poser très directement la question. Lionel, avez-vous participé à l'Agora en 2020 ? Alors, elle est où la sortie Donc, pas de taper. Hein. En 2020, non, je n'ai pas participé à l'Agora. Je pense que j'en avais pas perçu ni le sens ni l'intérêt. Et je dois avouer aussi que je m'associe pas beaucoup à la crise de la démocratie indirecte qu'on connaît en France et la crise des institutions représentatives. Donc moi, je dois être un peu vieux schnock. Et donc moi, je vote, même quand je suis pas emballé par les candidats, je vote par principe, je vote. Donc j'ai l'impression que finalement, exerçant mon vote, je remplis mon devoir et que ça suffit bien. Alors rassurez-vous, je ne sais pas si c'est de l'intelligence collective ou de l'intelligence tout court, mais bon, je dois progresser un peu. Cette année, en prévision de ce colloque, ça aura au moins servi à ça, et aussi parce que quand même ça m'intéresse les innovations, je suis allé sur l'Agora et je n'exclus pas d'y retourner parce que on peut potentiellement y retourner puisqu'il y a des contributeurs en permanence, donc il ne faut pas hésiter à y retourner plusieurs fois. Et je me suis posé quand même un peu des questions, toujours au regard de cette crise, en me disant mais finalement on nous dit, alors c'est vrai, honnêtement les élections au Conseil de l'Ordre, je ne sais plus quel est le pourcentage de votants, mais enfin il est quand même très très bas. Alors Stéphane Fertier est plus là, mais voilà, on aurait pu en discuter. Mais donc c'est effectivement un problème après de représentation. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que l'Agora propose ce que ne permet pas une élection, c'est-à-dire que les idées émanent de la base et qu'elles soient corroborées par leur audience, en fait, toujours au sein de la base. Et donc finalement, on peut aussi regarder ça, je pense, en se disant que c'est très positif d'imaginer qu'une institution organisée et structurée accepte de bypasser sa structure de temps en temps pour aller donner la possibilité à sa base d'émettre des propositions et en plus de prendre le risque que ces propositions aient une audience forte, ce qui quand même, quand tu es en représentation, à mon avis, t'oblige un petit peu. Et je pousse la réflexion jusqu'à une idée un peu complémentaire, en dehors du barreau, dans une association que je préside, qui s'appelle la Protection Civile Parisienne, c'est une association de secourisme. On a 1500 bénévoles répartis dans une quarantaine d'antennes à Paris, en petite couronne. Il y a un turnover de bénévoles assez important. Tout le monde en France dit aujourd'hui qu'il y a une grosse crise du bénévolat. Nous, on ne la ressent pas vraiment, cette crise du bénévolat, mais on n'est pas non plus très capable de dire pourquoi les gens nous rejoignent, pourquoi ils restent ou pourquoi ils partent. Et on ne peut pas non plus se garantir que notre association très structurée, avec quand même pas mal d'échelons intermédiaires de direction et de gestion, répond aux attentes de tous nos bénévoles que moi je ne connais pas individuellement, ils sont trop nombreux. Quand je me suis baladé dans l'Agora, je me suis dit, bah tiens, voilà un outil que nous, on pourrait utiliser à l'échelle associative de temps en temps pour aller prendre la température, sans mauvais jeu de mots secouristique, de nos secouristes, de nos bénévoles de terrain, et pour aussi leur donner parfois la possibilité d'être ceux qui vont être à l'initiative et pas uniquement leurs représentants à l'échelon local ou départemental, etc. Donc, merci de m'avoir amené à m'ouvrir l'esprit. Et je n'exclus pas de participer à l'Agora 2022 si jamais il y en a une. Bah, tiens, c'est une bonne question ça. Est-ce que c'est un exercice que vous allez reconduire en 2022 ? On verra en fonction des différents résultats de l'Agora l'Agora Acte 2, pardon, mais normalement la bâtonnière élue a l'intention de pérenniser ce système parce que, et vous parliez des élections au Conseil de l'Ordre tout à l'heure, vous avez raison, il y a de moins en moins de gens qui votent, mais l'année dernière, peut-être aussi un peu grâce à l'Agora, on a fait plus 7%, ce qui est quand même pas mal par rapport aux années précédentes. Donc peut-être que c'est aussi cet espace de débat qui permet de rapprocher, vous l'avez très bien dit, la base, rapprocher l'ordre du barreau, c'était la grande formule du bâtonnier, mais que je trouve toute très pertinente. C'est vraiment rapprocher l'ordre, l'institution, de l'ensemble des différents avocats parisiens. Merci. Marguerite, vous êtes donc aujourd'hui médiateur, au sein d'un organisme créé au sein du ministère de l'économie. Grand débat, ça. Oui, mais alors, je ne me positionne pas et vous m'avez dit que c'était médiateur. Je corrige donc l'erreur. Créé dans le ministère de l'Industrie et du Numérique, pardon. Est-ce qu'un médiateur, à votre avis, peut utiliser le type d'outil dont on vient de parler dans le cadre d'une médiation à très grand nombre ?
Alors, je ne suis pas très experte dans le cadre de médiation à très grand nombre. Je participe ou j'organise des médiations de filière, c'est-à-dire dans le cadre d'un métier, que ce soit la filière du bois, la filière de l'automobile, la filière. Alors, c'est pas moi, je participe à la filière du nucléaire. Il peut y avoir disons au maximum une trentaine de personnes autour de la table. Et il me semble que ce qui fait l'éventuel succès, le fait que l'émergence d'une intelligence collective, c'est le fait de vouloir d'avoir un enjeu partagé et de vouloir arriver à se mettre d'accord sur un engagement. Et l'engagement, c'est celui de tous les membres du groupe et donc du groupe de la filière de se mettre d'accord sur quelles sont les bonnes pratiques, en particulier dans le domaine des achats et dans le domaine des paiements. Et donc, lorsque ils discutent ensemble, effectivement, c'est important qu'il puisse y avoir l'exercice de l'intelligence collective. Alors, permettez-moi de simplement dire deux choses de plus. Premièrement, j'avais par contre beaucoup plus d'expérience sur le fait de parler devant un très grand nombre de personnes. J'ai expliqué que j'étais la seule femme parmi 400 dirigeants dans le cadre de Brother, et j'utilisais une technique pour m'exprimer et me faire entendre. Je me levais, en plus je ne suis pas très grande, donc c'était justifié. Je me levais, je regardais intensément tous les messieurs autour de moi, et j'attendais qu'il y ait un silence complet. Et à ce moment-là, je m'exprimais et il m'est arrivé d'être entendue. Ce que je veux dire par là, c'est que les conditions dans lesquelles on s'exprime, les conditions de l'expression, c'est quelque chose, je crois, de très important. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, et là je vais raconter une anecdote, je l'ai évoquée tout à l'heure avec Florence, une anecdote qui concerne IBM. Je pense que le rire est un outil très important, l'humour, le sens de l'humour, de l'autodérision, ce sont des outils qui peuvent être très importants pour permettre aux personnes qui ont à discuter ensemble, si elles éprouvent de la colère, de mettre de la distance par rapport à cette colère et de changer d'atmosphère. Et l'anecdote qui m'a été rapportée, qui concerne donc IBM, c'est celle d'une réunion de distributeurs de PC, il y a un certain nombre d'années, et le directeur commercial savait qu'il allait se faire écharper vif parce qu'à l'époque, IBM n'arrivait pas à livrer ses distributeurs. Donc, il arrive dans cette réunion et il raconte l'anecdote suivante. Jésus revient sur terre, à Rome, et il rencontre un homme très lourdement handicapé qui pleure et qui pleure. Il lui fait raconter sa souffrance. Miracle, il le guérit. Puis il rencontre une autre personne qui souffre d'une longue maladie. Même chose, miracle, il le guérit. Et puis il rencontre un distributeur IBM. Et le distributeur IBM, il pleure. Il est extrêmement frustré parce qu'il n'arrive pas à obtenir ses PC d'IBM. Alors à ce moment-là, il s'assied à côté du distributeur, il se met à pleurer avec lui. Bien sûr, il y a eu un grand éclat de rire dans la salle et il a pu parler sans se faire écharper. Je pense que pour moi, cette anecdote, je la trouve formidable et elle illustre bien le fait que lorsque vous êtes confronté à un groupe de gens en colère ou même à certaines personnes en colère, si vous trouvez le moyen de les faire rire et donc de prendre à travers le rire, à travers le sens de l'humour, de la distance par rapport à l'objet de leur colère, on peut commencer à parler autrement dans une autre atmosphère. Eh bien, c'est sur cette note d'humour justement que nous conclurons cette table ronde. Merci à vous quatre. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants?
Il n'y a pas de questions. Alors, j'en ai une peut-être, parce que on est vraiment juste au bout du temps, donc on a encore un peu le temps. Lionel, vous présidez donc, vous avez dit, l'association Protection Civile Paris-Seine. De combien de personnes parle-t-on? Vous avez dit 1400 tout à l'heure, c'est ça? 1500, ouais. 1500. Et quels sont les défis que vous devez relever en termes d'intelligence collective, justement? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, je pense que le premier des défis, c'est de réussir dans un monde où la gratuité est quand même pas une valeur phare, à avoir des gens qui viennent nous donner des dizaines, des centaines, des milliers d'heures de bénévolat annuellement. Ça, c'est un défi sans cesse renouvelé. Peut-être ce qu'on pourrait rajouter, et là l'intelligence collective nous serait utile, c'est qu'on arrive plus régulièrement à mettre en commun les raisons qui nous amènent à le faire ensemble. Voilà. Pourquoi envers et contre tout? Pourquoi des gens si différents, parce que je vous assure que les profils sont très différents, pourquoi des gens si différents se retrouvent dans une activité atypique, bénévole, au service de leurs concitoyens? Ça, c'est un sujet qu'on a travaillé aujourd'hui avec les responsables, donc qui eux ont une certaine ancienneté, ont pris du galon et des responsabilités, qu'on n'a pas encore travaillé avec l'intégralité des bénévoles, ni à notre échelle à nous, ni à l'échelle nationale, ce qui serait entre 20 et 30 000. Et là, clairement, les outils que vous avez mis en place seraient peut-être dans ce cas-là un peu les seuls outils qui nous permettraient d'aller vraiment travailler en profondeur, en étant peut-être un peu plus créatif qu'avec un sondage, où là encore à nouveau un sondage, c'est nous qui allons poser des questions, qui allons circonscrire le débat, qui allons en plus prépositionner des réponses, enfin bref. Là c'est vrai que ce qui est nouveau et novateur, c'est qu'en réalité c'est un peu comme si les sondés créaient le sondage. Et ça, c'est sûr que c'est assez innovant, surtout si ça marche, surtout s'il y a du contenu qui est proposé. Et puis nous, après, on a beau être associatif et bénévole, on a des concurrents. Et donc, il faut aussi qu'on se positionne plus intelligemment que nos concurrents, qui sont souvent plus connus que nous. Et donc voilà, là aussi, nous, il faut qu'on arrive à se démarquer peut-être par un meilleur fruit de l'intelligence collective. Et dernière question pour vous, Florence. Donc vous intervenez auprès de populations très variées pour stimuler l'intelligence collective. Alors, est-ce que les avocats sont doués pour l'intelligence collective? Visiblement, ils y participent, on a vu avec l'outil Agora, mais... J'ai envie de vous retourner à la question, pourquoi ne seraient-ils pas doués? J'aurais posé ça de n'importe quelle catégorie professionnelle, justement, pour savoir. J'ai pas du tout d'a priori par rapport à ça. Alors, je pense qu'ils ont un atout très fort quand on les voit fonctionner ensemble, c'est qu'ils sont très bavards. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Et du coup, en fait, mes premiers ateliers là-haut, enfin, ça, on ne voit plus Gaston ou Ménerville, je me suis dit, est-ce qu'ils vont, le coaching, déjà, ça commence à coincer un peu, et puis est-ce qu'ils vont s'exprimer, enfin, est-ce qu'ils vont oser? Et finalement, une fois qu'il y a un ou deux, j'ai envie de dire mauvais coucheurs qui quittent la salle, alors là, ça fonctionne, mais merveilleusement bien. Enfin, ça nous est arrivé qu'une fois, que quelqu'un critique vraiment l'exercice avant même qu'on ait commencé, mais c'est bien, il est parti au bout de 10 minutes, donc j'ai dit... Alors, on a pu travailler. Non, ils sont tout à fait, oui, parce qu'ils ont des idées. Les avocats, ils ont des idées, ils ont l'habitude de réfléchir, ils savent s'exprimer. Donc, non, mais en fait, la question, elle est sur le fait de travailler ensemble, comme ils ont une pratique qui est plutôt mais ça, c'est tout l'art du coach. Moi, je pense que c'est vraiment à nous de créer les conditions pour qu'ils fonctionnent ensemble. Et c'est vrai que très souvent, je crois que je vous ai cité cette anecdote, mais à la fin d'un exercice, enfin à la fin d'un atelier plutôt, parce qu'on les incite à s'associer, ils échangent leur carte de visite. Et là, moi, je dis, bon, c'est bon, on a gagné. Ils vont fonctionner ensemble et puis ils vont continuer. Et puis ça va continuer à fonctionner à l'extérieur. Donc l'intelligence collective, elle est lancée, elle est en marche, et puis ils continuent ensemble. Intelligence collective et réseau, parfait. Oui, je coupe. C'était la dernière question. Et regarde, il nous reste 1 minute 36 sur le timer qui est là-haut. Je suis pile dans les temps. Merci beaucoup, voilà, pour cette... Merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner sur la suite.